Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, les passionnés de data, à ce Tableau User Group de Montréal. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont probablement de la difficulté à se joindre à nous. Donc, on enregistre l'événement pour que vous puissiez l'écouter en différé, si c'est le cas. Aujourd'hui, vous avez l'agenda à l'écran. Je vais vous donner quelques trucs rapides avant de commencer pour les nouveaux qui utiliseraient Tableau ou qui veulent devenir un peu meilleurs. J'ai quelques trucs pour vous autres. C'est des trucs que je donne toujours à mes nouveaux utilisateurs à la TD. Donc, mon nom est Julie Sauvageau. Je travaille pour TD Bank pour presque 12 ans maintenant. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être votre hôte pour cet événement-là. On va avoir comme premier présentateur Charles Saunier qui va nous donner des trucs pour afficher des grilles par page. Donc, c'est un truc très intéressant que vous pourriez avoir à implanter. Ensuite, il y a Sophie Albo qui va nous faire découvrir comment Figma peut vous simplifier la vie. Didier Dorfeuille va nous dire pourquoi il aime Tableau. C'est donc notre capsule récurrente qui revient à nouveau. Et finalement, on va clore l'événement avec Michael Albo qui va nous expliquer Explain Data. Donc, cette option que peu de gens utilisent, mais qui semble être prometteuse et intéressante. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous dire rapidement avant de présenter la première personne qui va vous exposer un sujet de 10 à 15 minutes. Donc, vous voyez, c'est des capsules rapides. On a opté pour ce format-là pour avoir plus de diversité. Puis, c'est plus facile de trouver des gens qui veulent présenter quand c'est court aussi. C'est moins complexe et moins long à préparer. Donc, moi, je vais vous parler de comment commencer à apprendre Tableau, comment vous impliquer, comment devenir meilleur. Donc, je vous invite, c'est simple, c'est de vous réserver 1 à 2 heures par semaine pour apprendre quelque chose. Être curieux, aller sur LinkedIn, suivre les gens qui sont passionnés par Tableau également. Donc, suivre Tableau sur LinkedIn, mais pas seulement Tableau. Vous pouvez découvrir ce qu'on appelle les Zen Masters. Ou je pense qu'ils ont changé le nom récemment. Je vais essayer de trouver le nom, je l'avais à quelque part. Ah, there you go. Les ambassadeurs Tableau. Surtout les public ambassadors, vous allez trouver ça sur la communauté. Vous pouvez taper rapidement sur Google Tableau ambassadeur Zen Master aussi. Ces gens-là, c'est des passionnés de données. C'est des gens qui ont des bonnes idées, qui s'impliquent souvent dans leur communauté. Ça va être un endroit où vous pouvez vous inspirer. Puis vous avez le lien ici, qui est un blog de 2015. Donc, ça date de pas mal longtemps, mais c'est tellement encore vrai. Vous pouvez voler des meilleurs, c'est-à-dire de vous inspirer des gens qui font des choses extraordinaires. Ça va vous aider à apprendre des méthodes, à ouvrir vos portes vers des nouvelles façons de présenter vos données. Puis en même temps, pour votre apprentissage personnel, c'est excellent. Donc, c'est vraiment, vous irez voir ça, vous avez juste à taper Tableau How to Steal from the Best. Puis vous allez voir, il y a comme 9, 10 recommandations, si vous voulez, sur comment vous pouvez devenir meilleur avec Tableau, avec l'outil, mais aussi en général avec les visualisations. Workout Wednesday, ça, c'est un autre site merveilleux pour apprendre. Donc, vous allez trouver des tableaux de bord que vous pouvez télécharger, essayer, vous pouvez espionner, voir comment les gens ont fait les choses. Donc, soyez curieux, c'est comme ça que vous allez apprendre. Puis, à un moment donné, dans votre environnement de travail, vous allez voir quelque chose, vous allez dire, ah, ça serait bon, j'ai vu un viz une fois qui était de cette façon-là. Donc, on peut appliquer certaines pratiques directement avec vos données, vos propres données, mais vous pouvez vous inspirer de ces gens-là qui sont les meilleurs sur l'Internet. Donc, c'était tout ce que je voulais dire. Je vais maintenant y aller avec ma présentation. Je vais arrêter de partager l'écran. Puis pendant ce temps-là, je vais inviter notre premier présentateur, qui est Charles Saunier, à partager son écran.
Donc, Charles Saunier, il œuvre à titre de directeur au sein du Centre d'excellence en analytique de données chez La Rochelle Groupe Conseil depuis 2019. Actif dans le milieu BI depuis bientôt 10 ans, il a eu la piqûre de la visualisation il y a 5 ans et cherche à devenir un meilleur designer d'information depuis. Charles a complété la certification Tableau Desktop version professionnelle en 2019 et travaille au quotidien avec Tableau et Power BI, tant du côté design qu'en tant qu'administrateur de plateforme. Ce soir, il m'a avoué être un peu intimidé d'agir comme présentateur pour le TOG, mais il est très heureux d'être là avec nous. Donc, à toi, Charles, tu as un gros 10-15 minutes juste à toi maintenant. Je vais juste m'assurer. Tout le monde m'entend bien, puis vous voyez Oui, mon écran? OK, oui. parfait. Je vais juste partir un petit chrono. Donc, merci de l'intro, Julie. Donc, je vais y aller rapidement pour ne pas dupliquer ce que tu viens de dire. Donc, en fait, j'ai juste mis dans la présentation, si ça vous intéresse, il y avait un challenge pour ceux et celles qui sont familiers ou familières avec Storytelling with Data. Donc, il y avait un endroit où c'était de créer un CV interactif. Fait que je vous laisserai aller fouiller si ça vous intéresse. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de partager quelque chose que moi-même, j'ai emprunté à d'autres gens. Donc, ça fait suite à ce que tu mentionnais, Julie. Souvent, quand on est bloqué, on va aller chercher ce qu'il y a de disponible. Notre meilleur ami reste Google et les forums de différents user groups. Alors, ce que je veux vous partager, c'est vraiment une façon, en fait, d'améliorer la présentation des tables quand on n'a pas le choix de présenter ce niveau de détail-là. Donc, le classique, hein, les gens, peu importe ce qu'on veut leur proposer comme vis, vont toujours dire « je veux toutes les données ». Puis s'ils ne les ont pas, ils vont falloir les exporter. Mais ça, on ne peut pas l'enlever nécessairement des requis. Par contre, comme vous le voyez avec la petite mise en évidence à droite, c'est que si j'y vais avec beaucoup de données, bien, je vais me retrouver avec du scrolling à faire à ne plus finir pour arriver à avoir de l'information, ce qui n'est pas hyper pratique. Alors, l'idée, c'est dans le fond, de partir de ce résultat-là qui est la base, puis de vous proposer une approche pour avoir quelque chose de plus pratique, qui offre une meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, vous avez le lien vers la personne de qui je me suis inspiré, qui est disponible aussi dans la présentation. Donc, l'idée, c'est vraiment... Donnez-moi juste une seconde. Je ne sais pas si vous entendiez beaucoup de rire en arrière-plan, fait que je vais juste Un me petit donner une peu, mais chance. c'est correct. OK, c'est bon. Parfait. Donc, l'idée, en fait, c'est de passer de ce qu'on avait tout à l'heure avec le scroll à une interface qui va me permettre d'être un peu plus convivial et d'aller jouer, en fait, avec les pages que je vais afficher. Et je vous préviens, comme j'ai 15 minutes, ça va aller vite, mais vous avez le lien vers la vis de tableau public, ma démo, je vais essayer que ça rentre bien dans les temps. Et vous avez un petit fichier que je peux vous partager aussi avec l'ensemble des calculs qui ont été utilisés pour l'approche. Donc, ce qu'on va regarder au niveau de la recette, je vais me créer 2 paramètres. Bon, spoiler, c'est déjà dans le classeur que j'ai, mais l'idée, si je partais de 0, donc j'ai 2 paramètres que je vais devoir me créer. Je vais avoir 4 feuilles pour arriver à faire ma navigation, 13 calculs au total et 6 actions de tableau de bord que je vais avoir à mettre en place. Si j'avais un autre jeu de données que le Superstore que j'ai utilisé pour l'exemple, à ce moment-là, il y a un petit peu d'essai-erreur pour avoir dans le fond, le meilleur affichage pour le nombre de pages que je veux voir dans mon navigateur. Donc, pour l'instant, c'est moyennement concret. Je vous propose d'aller, en fait, dans Tableau. Donc, juste me dire si vous voyez encore bien mon écran. Oui, on voit. Parfait. Donc, j'ai organisé un petit peu mes calculs ici pour que vous voyez ce qui est nécessaire d'utiliser. J'ai mes paramètres qui sont très simples. Donc, j'ai créé un paramètre qui est la page, donc qui est un entier. J'ai mis une valeur un peu arbitraire là, de 4 comme valeur par défaut, puis j'autorise tout parce que je n'ai pas pris la peine de compter toutes les lignes qu'il y a dans mon jeu de données. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de lignes que je veux afficher sur la page. Donc, dans mon cas, je l'ai mis à 28, ce qui cadrait bien avec l'espace que j'ai.
puis je le laisse disponible, ce paramètre-là, pour que les gens affichent moins ou plus de lignes selon la façon qu'ils veulent naviguer. Maintenant que j'ai mes paramètres, je vous laisserai les références pour les calculs parce que avec le temps qui file, je suis déjà à peu près, il me reste 10 minutes. Je vais essayer de prendre une respiration, vous détailler ça un petit peu. Donc, en fait, au niveau des feuilles, vous voyez que j'ai une feuille pour ma flèche gauche que vous avez vue rapidement dans la présentation. Une autre feuille pour la flèche droite qui va être faite. Ensuite, le navigateur de page comme tel et ma table de détails qui va se retrouver ici. Donc là, excusez-moi, je vais juste ressortir ça ici. Donc, si je commence avec la flèche que j'ai à créer, je n'ai pas de calcul comme tel. Ce que j'ai fait, c'est que je vais aller me chercher une forme. Je veux faire une flèche qui pointe vers la gauche. Je vais aller chercher mes champs booléens, qui sont le page true, page false, qui servent uniquement pour les actions de tableau de bord. Donc, pour l'instant, ça a l'air de rien, mais c'est tantôt quand je vais aller du côté du tableau de bord que ça va pouvoir me servir. Alors, j'ajoute les deux champs qui s'annulent un petit peu. Et comme c'est la flèche vers la gauche, ben, je vais réduire les numéros de page. Alors, je vais prendre le champ qui s'appelle page moins, que je vais mettre sous forme de moyenne. Si vous êtes curieux d'expérimenter, dans le fond, la méthode proposait de le mettre sous une moyenne. Je n'ai pas regardé la différence selon l'agrégation que ça donnait, mais je suis la recette empruntée. Donc, je vais de cette façon-là. Et je vais juste me mettre un petit 0 ici pour centrer ma flèche à la verticale. Et je vais aller juste enlever ma courbe égale à 0. Je mets ça en noir et je n'affiche pas mon en-tête. Donc, j'ai créé ma flèche, puis je pense que j'ai des petits séparateurs qui s'affichent. Ouais, ici. Il est toujours dur à trouver celui-là hein, quand on veut les enlever. Ouais, puis Il en reste tout le je temps pense un. que c'est ça. Les règles, on va les enlever. Ça devrait être correct. Donc, je pointe à gauche. Je peux désactiver mon infobulle dans ce cas-ci parce que ça n'affiche pas grand-chose d'intéressant. J'ai une page de fait et je vais aller pour la section de droite. Donc, même principe. Je veux une forme qui pointe vers la droite, que je vais mettre en noir. Je ramène encore mes champs, juste pour ressortir ça ici. Donc, page true, page false. Et comme c'est la flèche de droite, mais cette fois-ci, c'est page plus que je veux ramener. Toujours mon 0 juste pour centrer sur la page. J'enlève mes lignes ici. Okay. Comme ça devrait être bon. Je vais aller voir ici. Donc, j'ai rien oublié, à part mettre ma moyenne ici. Donc ça, j'ai mes deux flèches de navigation qui sont créées. Ensuite, je vais aller créer donc la table, le navigateur de page, qui va me permettre, en fait, c'est là où c'est un peu plus ésotérique dans l'approche. Donc, dans ce que j'ai créé, ici, j'ai des index, en fait, là, qui vont me permettre, si vous jouez un petit peu avec les calculs de table, donc j'ai un de mes calculs qui est simplement un index pour aller numéroter chacune de mes lignes. Et ici, j'ai un autre index qui va me permettre de séparer les différentes pages que je vais afficher. Donc, pour mes besoins, je vais aller ajouter l'index de table ici. Ensuite, mon niveau le plus détaillé que je vais aller chercher, c'est la ligne de ma commande. Dans ce cas-ci, je prends toujours mes petits booléens pour ce que je vais avoir à faire avec les actions de tableau de bord. Ensuite, je veux aller afficher, en fait,
je n'irai pas toujours afficher, vous voyez le nombre de carrés qu'il y a ici, je n'irai pas afficher à chaque fois l'ensemble des pages que peut composer ma table. Donc, j'ai une limite maximum et minimum dans laquelle je veux pouvoir afficher certaines valeurs. Et ensuite, il me manque mes étiquettes. Je vais juste agrandir le numéro de page. Et vous avez une autre étiquette qui est numéro de page masqué. Et je vous explique ça dans quelques instants. Je vais juste aller assigner mes calculs de table pour dire que je veux que ça soit au niveau de la ligne, que ça soit fait. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne pour l'instant. J'ai 358 pages potentielles qui pourraient s'afficher, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste me rajouter un petit filtre ici pour mon numéro de page et aller filtrer aussi qu'est-ce que je veux afficher comme intervalle de page. Et encore une fois, comme c'est un calcul de table, il faut juste que je lui assigne le bon niveau pour que ça fasse le travail attendu. Donc, vous voyez, le page N ici là, va m'éliminer la répétition des lignes que je vais chercher. Donc, j'ai ça ici. Et ce que je veux, ce n'est pas un carré, c'est du texte. Et dans mon texte, j'ai ici mes étiquettes que je veux aller pouvoir afficher. Ma fenêtre devrait apparaître bientôt. Je vais juste agrandir pour les fins de la présentation, là, que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc, ce que j'ai besoin de ressortir, c'est les valeurs, en fait, la page que je vais afficher, puis les autres pages qui ne seront pas en surbrillance. Puis pourquoi je fais ça, c'est juste pour avoir une approche un peu plus web, là, en fait. Donc, mon élément masqué, je vais le mettre en grisé. Puis l'étiquette qui est sélectionnée, je vais la mettre en noir. Je ne sais pas si vous remarquez la différence que ça fait ici. Je vais masquer mes éléments ici. Donc, je me retrouve avec le 4 qui est en évidence, qui, si vous vous souvenez, c'était le numéro de page de mon paramètre tout à l'heure. Et j'ai les autres éléments. Puis encore une fois, juste pour nettoyer un petit peu, je vais aller enlever mes séparateurs. Donc là, j'ai une flèche à gauche, une flèche à droite, des pages que je veux mettre entre les deux. Puis tout ce qui me manque, c'est des données à afficher. Donc ça, je n'ai pas besoin de mon index de table pour l'instant. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Je sais que c'est très mécanique, là, ce que je suis en train de faire. Vous me suivez? Il y a pas, Oui, ben on comprend là, que tu es en train de bâtir les deux flèches chaque côté avec un nombre raisonnable de pages qu'on va pouvoir naviguer à travers. Donc, j'imagine qu'une fois que tu vas avoir bâti ta grille, il va juste rester à assembler le tout puis à mettre les ouais, actions. c'est ça. Donc là, je vais ajouter tous les membres. Puis on y va avec plusieurs champs. Le mode d'expédition, je l'ai mis. La région, la sous-catégorie. Donc, peu importe en fait ce que je veux afficher dans ce cas-ci. L'important, c'est de vous montrer un petit peu la mécanique. Je pense que tu vas devoir avoir le plus petit champ qui représente ton plus grand nombre d'éléments, qui est le ID, je pense. En fait, je ne suis pas obligé parce Ah que, non? comme tu vois ici, mon index de ligne, il prend le plus bas niveau de ce que j'ai mis. Là. Par défaut, il est calculé en fait avec la table. Ah, OK. Donc, je pourrais avoir ma ligne vraiment que je veux voir, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. OK. Et si vous portez attention à l'index de ligne, ben, vous voyez que ça va jusqu'à la fin des temps. Puis l'index de table, lui, vous voyez qu'il y a un changement qui s'opère selon le nombre de lignes que j'ai spécifié avec mon paramètre nombre de lignes. Et là, je vais la laisser comme ça pour l'instant, mais je pourrais, si j'avais des mesures particulières, j'avais les noms de mesures que j'avais mis ici, mais ce n'est pas très grave pour ce que je veux faire. Et je veux juste prendre mon champ qui va me permettre en fait de choisir la page que je veux voir. Et là, vous La voyez page ben, 4. ici,
Ouais, c'est la page 4. Je vais laisser les index pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, puis montrer que je triche pas, puis que c'est bien le comportement que ça donne. Donc, cette fois-ci, au niveau de la mise en commun de tout ça, donc j'ai déjà un conteneur vertical, si je ne me trompe pas, que j'ai mis. Donc, je vais mettre mes détails. J'ai un conteneur horizontal dans lequel je veux mettre ma flèche de gauche, ma flèche de droite et mon navigateur de page. Je ne vais pas voir les titres. Puis, je vous fais grâce de la mise en forme pour me sauver quelques minutes, mais vous voyez le principe ici de ce que j'affiche. Puis, je vais aller juste mettre sur la largeur. Bon, ça ne change pas grand-chose ici. Et là, dernier bout qui me reste à faire, c'est les actions. Donc, au niveau des actions, en fait, ils sont déjà là parce que j'avais un exemple dans le paramètre, mais c'était pas sur la même feuille. Donc, j'ai 3 actions de paramètres qui vont apparaître. Donc, ma page à afficher, le plus et le moins. Et j'ai les désélections, en fait, qui vont me permettre que mes flèches ne restent pas toujours en highlight. Là. Vous l'avez peut-être vu dans des actions, donc des fois, c'est un peu tannant quand ça sort de cette façon-là. Donc, comme j'arrive à mon 15 minutes, si vous permettez, je vais juste aller à la portion qui était déjà faite, où vous avez, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de lignes. Donc là, je pourrais décider d'aller, par exemple, à 25 lignes. Donc, j'en affiche un petit peu moins ici. Et après, quand je vais aller cliquer sur, par exemple, ma page 5, ben, ça me permet de naviguer. Là, je vais revenir, par exemple, à la page 1 et je vais pouvoir me déplacer d'une page à l'autre avec les flèches qui sont présentées. Ah ben ça, c'est intéressant ta technique pour empêcher la sélection justement du triangle. Parce que moi, j'utilise souvent une image transparente par-dessus. Je vais faire un dual axis avec une image transparente, ce qui fonctionne aussi. Ouais. Mais c'est la première fois que je voyais de cette façon-là. C'est très intéressant. Puis, juste pour rappeler aux gens, ils vont avoir accès à un exemple. Donc, vous pouvez downloader les exemples que tu vas produire sur Tableau public, je pense. Oui, c'est déjà sur ma page de profil. Vous pouvez la récupérer. Le lien est dans la présentation qu'on va partager aussi. Puis, c'est juste revenir, ça n'a pas été clair pour moi à la première approche, mais ce que tu mentionnais pour remplacer peut-être l'effet de feuille transparente, c'est vraiment avec les champs true et false, parce que l'action comme telle que vous retrouvez, excusez, c'est pas ce que je veux faire. Donc, dans mon action, si j'en prends une ici, en fait, c'est que mon champ page true va affecter page false, fait qu'il y a comme une rotation qui se fait toujours entre Un les deux pour la toggle. Ouais. désélection. Ouais. C'est excellent. Un gros merci. Puis je suis certaine qu'il y en a qui vont implanter ce genre de solution-là, surtout quand en gestion de projet ou quand on a un certain nombre, puis ça ne rentre pas dans la page, c'est toujours intéressant de permettre aux utilisateurs j'ai juste scopé dans ma tête, c'est pas français du tout, de sélectionner juste une portion qui va entrer dans l'écran pour permettre un export qui est pas mal meilleur. Puis peut-être un dernier commentaire. Mon Dieu, je l'ai oublié pendant que tu parlais. Je le mettrai dans le chat par la suite. Mais oui, j'ai vraiment perdu mon idée. Je suis désolé. Ah, c'est correct. Donc, Mais ça me tu pourras reviendra. m'interrompre ou le marquer dans le Oui, chat, puis on va y revenir. non, c'est Ben, un pas de gros problème. merci. C'est un truc vraiment extraordinaire, Charles. Puis la prochaine personne à partager l'écran avec nous, c'est Sophie Albo. Donc, Sophie, je vais t'inviter à partager ton écran maintenant, le temps que je te présente. Sophie a récemment gradué de l'Université Concordia à John Molson School of Business. Déjà, elle s'intéressait aux données et au domaine de l'analytique puisqu'elle faisait partie du Student Association of Data Science pendant ses années d'études. C'est là qu'elle a été initiée au monde de l'analyse des données et plus particulièrement aux outils de visualisation comme Tableau. Sophie travaille actuellement à la TD pour la ligne d'affaires TD Assurance comme développeur Tableau. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de Figma, un outil qui peut vous aider quand vous pensez à faire un design, quand vous commencez un projet. Donc, Sophie, je te laisse la parole. C'est à ton tour. Merci.
Alors, bonjour. Ma présentation va être par contre en anglais. Je suis un peu plus confortable à présenter en anglais. Pas de problème. Today I'm going to talk about how we can combine Tableau and Figma together to during your design phase and creating the dashboard. So for the agenda, will be a little bit about who I am, then what is Figma, the benefits of prototyping on Figma, a demo, and then some additional videos for more information on it. So first, some information about me. Like you just said, I graduated in marketing in the spring. I was part of the data science club in Concordia. That's where I learned a bit about Tableau. And right now I'm working at TD in the insurance as a Tableau developer, and I've been there for almost 6 months now. So first, just a quick introduction on Figma. So Figma is a cloud-based design tool that enables designer and developer to create UI and UX elements with a good emphasis on real-time collaboration. So I would say in my word, Figma will be a good mix of Google Word with this real-time collaboration mixed with Sketch, which is a design tool. Next, for some of the benefits for using Figma as for prototyping. First, it shows it's pretty interactive. It's a way to show and to share to you end user a slick and interactive mockup of your dashboard. It also helps you receive some quick feedback from the user when you build the mockup, and it really speed up the interaction process of when you obviously you have a lot of feedback and back and forth. That's a really quick way to do that. It, like I said, allow some good collaboration between could be developer, between the business analysts and users, all in real time and over the web. Then create a library of assets, and then you can reuse all of those elements for future projects or future mockups. And finally, it's super easy to export your mockups into an image or even PDF, and can at the same time can be easily shared with colleagues or end users. So for my little demo, I'm going to present something very special because it was the dashboard I presented to get the job that I have right now at TD. So some little backstory. So before getting the job I have now, I had to present this dashboard. It was about Elon Musk tweets. So I have some business question I had to answer, and then I have to build a dashboard. So this is obviously my final work, but I'm going to show you what it would look like if I would use Figma, because I learned Figma with TD. So this is like loading. Okay, so this is my final dashboard in Tableau Public. And this is what it would have looked like in Figma if I would have built the mockup first. So first I included, so everything is really interactive. You can just move around everything. You can make notes, you can make comments. So you could put what a filter would look like. For example, on the side here, you can, it's, it's pretty easy to navigate. And this is like the presentation mode of it.
but this is what the design aspect look like of a mock-up. I don't know if you have any question, because obviously I don't have time to show you how to build something out of Figma, but I can maybe answer some question of like how to, I don't know. If you have any question. I would have a question. By the way, your viz is amazing. It's really, really attractive. I like it. It's about, when you prepare in Figma your graphs, as an example, the line chart you have over there. So where we can see this tool on the tool section, because I can see we have, text, arrows, things like that. But do you have some graphs that correspond to maybe the style of Tableau, or you have to build some tools yourself? So this is based on the line. You have a line tool here. So I think for that one, it was already an asset that I use in my mockup for work that I reuse here. So this is a good way to create a really pretty quick mockup based on something I already produced. But for example, if I just want to create a really quick line, it could be something like this, and then like it takes like and then you can just copy paste. And you can keep that as a model for next work, right? Yeah, exactly. You can, and like I said, if you go into the files, it's all stored like a Google Word. Well, you don't see my work here, but it will be all like everything is here. Okay. For work. So everything, if I need, for example, if I created for example, the one with the comment on it, which took me like the longest because it's literally just one line. If I want to recreate something like this for next mockup, I can just copy everything and then change for the context of this mockup and continue with that. Okay, so and I guess very, very useful. Yeah, and can you insert images? Can you take as an example? You can open Tableau, do a quick viz in Tableau with fake data, and then take a snapshot of that and insert that, or you have to work with the tools you have in the tool. Well, I never used it. I never included an image before, but yes, you can place an image here. Okay, so that's possible to do. You could mix different tools together. Very interesting. And when you... là, je vais retomber en français. Oui. Quand on veut présenter quelque chose à nos dirigeants, à ceux qui nous ont donné des requis, parfois c'est difficile parce qu'on n'a pas le data en arrière. Donc, on doit travailler avec ce qu'on a. S'inventer un data, ça peut se faire aussi, mais ça demande beaucoup de temps. Puis cette façon de partager le visuel seulement, qui est juste pour diriger les gens vers une certaine façon de placer les choses à l'écran, ben ça permet de générer tout de suite des réactions de vos utilisateurs pour pouvoir vous ajuster puis changer un peu le cours des choses, puis le cours de votre dashboard plus rapidement, puis de vous adapter. Donc, c'est une façon très agile de faire la chose. I have a question. Do you use that for all your projects, or only certain projects, or what is the process inside your team right now? Well, for every project that requires a mockup, I do it on Figma. So some projects don't need a mockup, so I just go straight to Tableau if it's just fixing an existing dashboard. But everything that requires mockups for a new project, this is on Figma. I arrived in TD when they were teaching Figma, and I really, really like it. So it was a really good opportunity. Perfect. All right. Est-ce qu'on a des questions pour les gens qui sont là? Vous pouvez utiliser le chat si vous avez une question. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis on peut revenir à Sophie par la suite. Tu as une main levée. Oui. Où ça? Ah oui, on a Justin. Donc, Justin, tu peux poser la question. Oui, question. Figma, ça a l'air d'un bel outil. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a une intégration avec quelconque avec Tableau? Donc, lorsqu'on a terminé le mock-up,
que c'est approuvé, par exemple, Ouais. quoi les étapes qui nous amènent finalement à Tableau? C'est pas du tout relié à Tableau, c'est plutôt pour t'aider à construire ton dashboard dans Tableau pour te donner une idée de qu'est-ce qui serait possible et comment, à quoi ça va ressembler après, mais c'est pas du tout relié, on va dire. Non, il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas Non. d'automatisation, si on veut, de construction qui se fait par la suite. C'est vraiment séparé. Mais ce que j'entrevois, par contre, c'est que c'est plus facile d'établir peut-être un standard Oui. pour plusieurs projets ensemble pour qu'il y ait un même look and feel. Donc, on peut reprendre des parties de projets qu'on a déjà livrés sans avoir à ouvrir le dashboard ou à avoir ces données-là pour présenter quelque chose qui sont parfois des données que les gens ne peuvent pas voir. Donc, ça a cet avantage-là Exactement. aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est parfait dans ce cas-là, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça va de notre côté. C'était la question qu'on avait. Oui, parce qu'on peut utiliser PowerPoint, by the way. On pourrait utiliser PowerPoint pour faire un peu la même chose. Moi, c'est ce que je faisais jusqu'ici. Donc, quand j'avais aucune donnée, j'avais pas assez de détails, mais que je devais travailler un visuel avec un client, je passais à PowerPoint, puis je volais des parties de tableaux de bord existants de d'autres endroits avec un peu de blurry quand j'avais besoin, mais ça, c'est une façon un peu plus organisée de le faire. Puis il y a moyen d'organiser, je pense. Petite question pour toi, Sophie. Est-ce qu'on peut organiser en équipe un paquet de standards, de fichiers qui sont des standards que les gens peuvent réutiliser? J'imagine que oui. C'est un environnement partagé de travail. Oui, dans mon équipe, on a ça. On a un sorte de dossier ou un sorte de draft sur Figma où on a plein d'éléments, plein de bar charts, plein de tableaux qui sont déjà créés et après que tu peux prendre et puis modifier. Donc, Parfait. Ben, un pas gros forcément merci. relié à Tableau, mais c'est pas relié à TD, mais c'est plus rapide si tu en as C'est une besoin bonne directement. méthode. C'est une bonne idée de mixer les outils qui vont bien ensemble comme ça. Ouais. Un gros merci à toi. Belle présentation. Félicitations, Sophie. Si on a des questions qui reviennent, ben, je te mettrai en communication avec les gens. La prochaine personne à nous partager quelque chose aujourd'hui, c'est Didier Dorfeuille. Didier, je vais t'inviter à partager ton écran pendant que je te présente. Donc, Didier travaille chez Wolseley depuis août 2021 comme partenaire d'affaires finance pour le Québec. Il a une solide expérience en finance, évidemment, ayant occupé différents postes, entre autres chez Saputo durant 3 ans, dans le département des finances, plus précisément de la distribution et l'entreposage, ainsi que les ventes au restaurant. Il a complété ses études universitaires ainsi que son CPA à l'ESG. Donc, Didier, je vais te laisser parler. Je ne sais pas si tu as un partage d'écran à faire. Si c'est le cas, tu peux procéder. Puis là, je vais juste vérifier si on a toujours Didier avec nous. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Oui, bonjour. On te voit. Est-ce que vous voyez l'écran aussi? L'écran, on te voit à l'écran, donc le partage n'a pas OK. fonctionné. Il te reste seulement 5 minutes. Non. On va stresser les gens. On est dans les temps en passant. Hein? Il n'y a pas de stress à se faire avec ça. On peut dépasser un petit peu. On a commencé plus tard. Oh non, c'est ici. Est-ce que vous voyez la présentation? On voit ton écran. Oui. Tu peux partager, tu peux passer en mode présentation pour qu'on voit en plus grand. Je vais essayer tantôt. OK, lui, ça devrait être correct. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, parfait. OK, parfait. Donc, oui, ma présentation s'appelle pourquoi, dans le fond, c'était pourquoi j'aime Tableau, mais j'ai changé à pourquoi j'ai absolument besoin de Tableau. C'est bon. C'est pour vous mettre un peu dans le contexte, comme Julie l'a dit. J'avais des effets. J'ai commencé chez Wolseley il y a maintenant 1 an et demi environ. Et avant, j'étais chez Saputo, où est-ce que je faisais beaucoup plus de la comptabilité financière,
comité traditionnel de fin de mois, où est-ce que c'était beaucoup d'écriture, moins justement de FP&A, qu'on peut dire. Mais ça a vraiment drastiquement changé quand je suis venu travailler chez Owsley, que tout le monde m'a montré Tableau rapidement. Mais par la suite, j'ai vraiment pu pouvoir voir toutes les astuces que je pouvais bâtir avec Tableau, toutes les informations que je pouvais sortir. Et dans le rôle de partenaire d'affaires pour la région du Québec, c'est vraiment le meilleur outil que je peux avoir pour justement répondre aux questions le plus rapidement possible. Répondre aux questions le plus rapidement possible pour justement les directeurs des ventes ou les vendeurs externes, les vendeurs internes, les directeurs de succursales. Donc, ça me permet vraiment d'avoir la rapidité souhaitée, mais ça me permet aussi de bâtir des rapports pour les gens avec qui je travaille pour qu'ils aient la même rapidité d'information que moi, j'ai à ma disposition. Donc, dans la prochaine diapo, vous pouvez voir depuis justement que j'ai commencé chez Owsley, c'est beaucoup de rapports que j'ai créés. La difficulté avec les gens avec lesquels je travaille, c'est sûr qu'ils sont moins à l'aise avec Tableau que je suis, même si je trouve que moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Avec Dima, justement, on travaille là-dessus quand même souvent pour que j'en apprenne de plus en plus. Mais qu'est-ce que je tente de faire, c'est de leur créer des rapports personnalisés selon leurs besoins, selon leurs attentes, selon les objectifs qu'ils veulent atteindre eux-mêmes, mais aussi de créer des rapports récurrents qu'ils peuvent recevoir dans leur boîte de courriel, que ce soit de manière journalière, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Donc, tout le monde a des différents objectifs, tout le monde a des différentes priorités. Puis ça me permet aussi de pouvoir justement avoir des rapports précis pour le directeur général de la région, mais aussi pour un vendeur interne que lui, il a juste besoin de voir justement un contexte précis, un certain produit, les ventes à un certain channel. Donc, la flexibilité est vraiment de qualité. Puis ça, c'est justement, ça me permet de leur donner l'information qu'ils ont besoin en real time parce que je peux aussi le mettre que ça se mette à jour à chaque jour et qu'ils peuvent aussi aller sélectionner justement les données qu'ils veulent voir, que ce soit pour un mois précis. Donc, le travail est vraiment de les mettre confortables, mais justement, cette semaine, j'avais encore des rencontres avec plusieurs personnes pour faire des formations parce que c'est vraiment quelque chose de continu qu'on doit faire pour qu'ils deviennent de plus en plus confortables à l'utiliser. Mais c'est vraiment très, très bien reçu de gens qui l'utilisent parce que souvent, comme qui m'arrivait à moi, ils n'ont jamais eu accès à autant d'informations et à autant de détails aussi rapidement. Donc, ils trouvent ça vraiment plaisant. Puis on voit déjà aussi des résultats sur qu'est-ce qu'ils ont atteint à chaque année. Puis sinon, comment moi, ça m'aide dans justement dans mes tâches. Si on enlève la partie que c'est justement de comment donner l'information aux différents membres de la compagnie. Là, sur mon dossier personnel, je dois avoir peut-être 50 rapports sauvegardés de tableau desktop pour chacune différente facette ou n'importe quelle question, que ce soit à la fin de mois, l'analyse d'un groupe de produits, l'analyse de certains vendeurs. Donc, je suis un peu maniaque là-dedans qu'à la place de bâtir toujours un rapport puis d'aller chercher l'information, j'en bâtis un pour chaque situation. Donc, c'est juste trouver le rapport qui prend le plus de temps. Mais ça me permet vraiment justement d'avoir la rapidité que quand quelqu'un m'appelle, souvent, même pas en quelques minutes, je peux avoir trouvé la réponse assez facilement parce que j'ai un rapport pour chacune des questions qui pourraient venir. Puis même moi aussi, je me bâtis des rapports hebdomadaires, que ce soit ou journaliers, que ce soit pour l'inventaire ou des priorités que moi j'aurais ou qu'on me demande de regarder. Donc, je me lève le matin, puis mes rapports, je les vois sur mon téléphone, puis c'est des PDF. Donc, souvent, je les arrange pour que ce soit des rapports qui se lisent aussi très facilement, puis que l'information ressort très bien. Donc, souvent, je commence ma journée, et puis je vois mes rapports tableau, puis ça me dit justement qu'est-ce qui s'est passé dans la veille, que peut-être que je n'étais pas à l'affût, puis je sais au moins déjà mes objectifs de la journée. Quand je vois quelque chose qui est bizarre, je peux l'analyser tout de suite quand j'arrive au bureau ou quand je commence à travailler dans ma journée. Donc, c'est vraiment fabuleux. Là, j'essaie de... Je trouve que mes rapports ne sont pas toujours les plus beaux. Donc, on avait les Viz Games avec Dimanche chez Owsley, mais aussi c'était pour le cadeau complet. Là. Donc, je me suis mis là-dedans. J'ai appris quelque chose, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre. J'ai vu justement la présentation de Charles qui est quand même très, très inspirante pour
des rapports à créer pour justement les gens dans la compagnie. Donc, j'essaie toujours de m'améliorer à rendre l'information plus facile à lire parce que c'est sûr que ça peut devenir, c'est beaucoup d'informations, donc ça peut devenir un peu redondant. Mais essayer de vraiment mettre le clou sur où est-ce qu'on veut aller, puis vraiment que l'information soit, dès qu'on visionne l'information, on a l'information qu'on veut, puis l'information qu'on peut aussi agir dessus. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus gratifiant aussi quand quelqu'un trouve la solution à son problème. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Je me rappelle aussi à la rencontre de Salesforce avec le groupe CH qu'on parlait que c'est tranquillement, il faut habituer les gens à aller chercher l'information. Ce n'est pas tout le monde qui est habitué aussi à aller chercher l'information. Mais on le voit justement que ça devient de plus en plus, quand les gens l'ont une fois, souvent ils veulent aller y retourner. Donc, des fois, je reçois des appels de personnes que je ne m'attendrais pas qu'ils me posent des questions sur Tableau que je pensais qu'ils n'utiliseraient jamais, même s'ils reçoivent les rapports à chaque jour. Mais ils m'appellent et ils me demandent: ah, peux-tu ajouter ça, peux-tu ajouter ça? Donc, ça commence à changer. Puis c'est quelque chose que j'apprécie parce que même moi aussi, ça rend mon travail le plus facile parce qu'ils peuvent eux-mêmes aller chercher l'information. Puis moi, je peux faire mon analyse de mon côté sur qu'est-ce que je vois. Donc, c'est vraiment fabuleux, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ça rend ça aussi plaisant de pouvoir aller chercher encore plus d'informations. Mais super! Puis comme on oublie parfois hein, que la devise de Tableau, c'est aider les gens à comprendre leur data. Ben c'est pour ça quand on utilise Tableau, on se sent utile, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai une main levée, Justin, qui voudrait peut-être poser une question. Je ne sais pas si c'est pour toi, Didier, ou pour un autre présentateur, mais Justin, je vais te laisser prendre la parole quelques instants. Oui, bonjour Didier. En fait, j'aurais deux questions. La première, c'est on a tous souri un peu en voyant les subscriptions parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Est-ce que tu dirais que les personnes à qui tu envoies les rapports, est-ce que tu les envoies par PDF? Ben, tu as un peu répondu à la question. Est-ce que tu les envoies par PDF? Est-ce qu'il y a une volonté des gens à aller sur Tableau Online? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Puis deuxième chose, je vois que tu envoies des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels. C'est quoi ton processus pour vérifier ton information? Est-ce que tu passes en revue l'information avant qu'elle soit envoyée à tes correspondants ou tu la reçois en même temps? Puis, est-ce que tu es en différé ou tu es en direct? Comment ça se passe? OK. Pour répondre à la première question, oui, j'envoie PDF, mais aussi en image. Souvent, dans les rapports que j'envoie, il y a des filtres. Donc, ça les pousse un peu à aller dans le rapport live Tableau pour aller justement changer les filtres, aller justement changer les groupes de produits, les types de produits. Donc, ils ont la vision globale. Souvent, comme on va dire que ce serait les ventes de la journée, les ventes par succursale, ils le verraient, mais s'ils veulent aller voir les ventes d'un certain type de produit, ils doivent aller dans le rapport. Donc, c'est comme ça un peu que je les attrape pour qu'ils aient utilisé les rapports en ligne. Pour ce qui est de la vérification de données, moi, je suis chanceux. Je pense que votre département fait tout, mais nous, chez Osée, on a un département qui est vraiment le Data Intelligence, qui s'occupe de justement la vérification de données. Donc, c'est un step que je n'ai pas besoin de faire à chaque jour. C'est sûr que des fois, il peut arriver qu'il y ait des erreurs, mais justement, vu que je le reçois en même temps qu'eux, quand je vois quelque chose qui a tout l'air de ne pas avoir du sens, je raise le flag en même temps que, même avant qu'eux ils le voient, là, parce que souvent, je suis la première personne qui voit le rapport parce que ça m'intéresse tout de suite de voir qu'est-ce que le rapport a sorti. Mais ça peut arriver aussi que quelqu'un me montre quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Donc, je vais être la première personne qui va parler à BI ou pour voir s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée dans le système. Puis, sur une note un peu plus légère, à quelle fréquence est-ce que tu cliques sur le bouton « Qui a vu cette vue » ? Honnêtement, vu que je viens souvent au bureau, souvent je vais le demander aux gens en live. Mais là, j'essaie de regarder de ça. Des fois, je suis même étonné. Des fois, je vois un rapport puis je vois 52 vues ou 200 vues que pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, des fois, je suis même étonné, mais il y a certains rapports que justement, dans la liste de 42, probablement, il y en a certains qui en ont 5 ou 10 ou moins. Il y a une grande proportion que c'est nous qui sont Oui, c'est ça, exact. Le PDF fait beaucoup de travail. C'est ça. C'est sûr qu'il faut... j'essaie de pousser les gens à aller le regarder. C'est sûr qu'en les voyant au bureau,
je pousse à aller cliquer un peu sur les liens pour montrer que ça vaut quelque chose. Est-ce que tu intègres parfois dans ton design du tableau des tableaux carrément que c'est pas très PDF friendly pour pousser les gens à aller le consulter ou c'est pas quelque chose que tu implémentes actuellement? Non, pas pour le moment parce que je vois que la clientèle avec qui je fais affaire dans mon domaine, qui est la construction, la plomberie, sont moins ordinateurs. Donc, je garde ça très, très simple. Mais c'est sûr que j'aimerais ça le rendre plus interactif, plus que vraiment aller chercher les données qui ressortent du lot. Là. Mais un jour, j'espère pouvoir faire ça avec eux. Je pense que c'est le combat de tout le monde. Ouais. Bien, un gros merci pour ton intervention. C'était bien. Merci pour les questions pertinentes, Justin, de ton groupe aussi. On va passer maintenant au prochain présentateur qui est Michael Albo. Michael, je t'invite à partager ton écran pendant que je te présente. Donc, Michael est CEO et fondateur du Data Science Institute. Il aide ses clients à saisir les opportunités d'affaires disponibles au sein des données qu'ils ont accumulées. Grâce aux analytiques avancées et à la science des données, il sécurise leurs décisions importantes et les aide à atteindre leurs objectifs d'affaires, identifier de nouveaux relais de croissance, optimiser les opérations, améliorer les services offerts aux clients, détecter préventivement des risques. Michael est diplômé d'un exécutif MBA et d'une maîtrise en TI et mathématiques d'aide à la décision. Je mélange le français et l'anglais. C'est difficile. Il a fondé et anime depuis 9 ans la communauté Data Driven Montréal qui réunit plus de 2400 professionnels des données à Montréal. Michael, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Michael est très actif sur LinkedIn aussi. Donc, je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn. C'est une personnalité très connue. Alors, je te laisse la place, Michael, pour ta présentation. Aujourd'hui, Michael, il va nous présenter Explain Data, qui est une option, je dois avouer, que peu de gens que je connais vont utiliser, mais c'est peut-être l'occasion de commencer à l'utiliser. Il va nous expliquer tout ça. Oui, et puis comme vous l'avez vu, le virus tableau est passé du père à la fille, puisque c'est assez rare. Donc, et en fait, je tiens quand même à dire une chose importante, c'est que Sophie a trouvé sa job à la TD grâce au TUG. Donc ça, donc venez au TUG, il y a des opportunités parce que c'était Raj de la TD qui avait dit qu'il décrivait les besoins de la TD, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, c'est juste pour ce petit clin d'œil sur l'utilité du TUG. Absolument. Puis c'est ça, les tableaux user group, c'est un peu ça. C'est pour connaître un peu les gens qui font partie de la communauté, voir les entreprises qui utilisent le produit, être au courant de qui est passionné de données. Puis à ce moment-là, ça nous permet de faire des connexions intéressantes sur LinkedIn. Donc, on est là pour vous aider dans votre carrière aussi. Exactement. Et ce soir, je vais vous parler en fait d'une fonction que peu de gens connaissent, qui est la fonction Tableau Explain Data. Alors, je vais juste poser une seule question, ça va être la seule partie vraiment interactive, c'est qui a déjà utilisé Explain Data? Juste ouvrez votre micro, dites si quelqu'un l'a utilisé, dites-le. Ben, nous, on l'a utilisé à quelques reprises, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. OK, ben alors on va essayer je vais essayer de vous raconter l'histoire de mon utilisation de Explain Data parce que c'est un produit qui a beaucoup de promesses et on va voir dans quel cas ça marche, dans quel cas ça ne marche pas. Donc, c'est un produit alors déjà, c'est un produit qui est une fonctionnalité qui est récente, puisqu'en fait, elle provient d'une acquisition en 2018 d'une firme américaine qui est Empirical Systems, qui est issue d'un des laboratoires du MIT. Et le produit, la fonctionnalité a été intégrée en 2019 dans une des versions de Tableau de 2019 et elle a été présentée lors de la conférence Tableau de 2019. Alors, en général, quand on parle de Explain Data, tout le monde pense à Ask Data parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fonctionnalité Ask Data est sortie en même temps que Explain Data, donc beaucoup de gens confondent les deux. Et en fait, je rencontre très peu de gens qui ont réellement utilisé Explain Data et surtout qui l'utilisent au quotidien. Alors,
avant d'expliquer à quoi sert Explain Data, je vais partir d'un problème que beaucoup de gens ont. Et ce problème, c'est la gestion des valeurs extrêmes dans les visualisations. Je vais aller vite, je vais utiliser le terme de outlier. Souvent, quand on fait une vise, il y a un point qui se balade dans un coin ou il y a un point qui est d'une couleur totalement différente sur une map. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors, il y a plein de façons de gérer ça. La première chose, on se dit, est-ce que j'ai eu un problème de qualité de données? On va commencer à regarder dans sa source de données en regardant, est-ce que j'ai eu un problème, je ne sais pas, est-ce que j'ai eu, mon calcul n'a pas fonctionné? Ou est-ce que l'alimentation s'est mal passée, elle était partielle, ou j'ai eu une double alimentation, peu importe, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est le premier point. Puis après, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le point. On clique sur le point et on dit, je vais aller faire un view data. Donc, on va et on regarde la colonne, mais des fois, derrière un point, il y a peut-être des milliers de lignes de données qui se cachent. Et en général, on dit, bon, ça a l'air correct. Qu'est-ce que je fais de ce point-là? Alors, quand on est très, très, très fainéant, on se dit, je vais l'exclure. Ok, exclude. Je ne le montrerai pas parce que je suis incapable de l'expliquer. Mais ça, ce n'est pas forcément la meilleure façon. Et en fait, ce soir, je vais vous parler d'une quatrième façon qui est d'utiliser Explain Data parce que c'est un peu ça la promesse. En fait, la promesse d'Explain Data, c'est justement d'aller vous dire, ok, j'ai une zone mettons là, c'est un exemple, là, c'est sur une carte. J'ai un quartier, alors c'était un exemple avec les ventes à Londres, donc c'est la première fois que j'avais vu ça, c'était sur une démo, j'ai récupéré le workbook. Et puis la promesse, c'est dans l'explication, ils disaient voilà, il y a un quartier qui ne se comporte pas du tout comme les autres, et par exemple, la durée de possession, la durée de détention d'un bien immobilier était beaucoup plus basse que dans les autres quartiers. Et puis, donc, la promesse qui était faite lors de la présentation, c'est Explain Data, ça va vous permettre d'identifier les variables qui influent le plus sur la valeur de ce point de données et d'obtenir des explications en anglais, en langage naturel dans ce cas-là. Et en même temps, comme vous avez plein de données sur les ventes et sur des données sociodémographiques et économiques, vous allez pouvoir identifier toutes les dépendances statistiques qu'il y a entre la variable que vous voulez étudier, donc là, en l'occurrence, la durée de détention d'un bien immobilier, et toutes les autres variables. Et ça, vous n'avez même pas besoin de préparer le jeu de données, vous n'avez même pas besoin de modéliser le jeu de données, ce qu'on fait souvent, parce que moi, c'est des choses que je fais souvent en Python, de faire de l'analyse exploratoire de données, et ça nécessite un peu de préparation. Et surtout, vous n'avez même pas besoin vous ne vous limitez pas aux hypothèses que vous avez. L'objectif, c'est la promesse, c'est Explain Data va faire une analyse exhaustive de toutes les variables que vous avez dans votre jeu de données. Donc, je dis, waouh, ça, c'est une sacrée promesse parce que ça peut faire sauver énormément de temps. Et effectivement, j'ai utilisé le jeu de données et effectivement, il va analyser. Bon, là, c'est un jeu de données, il y avait 103 variables. Certaines étaient des dimensions, d'autres étaient des mesures. Et effectivement, on pouvait analyser, puis on voyait que, il y a plein de raisons, je ne vais pas vous refaire toute la démo, ça dure plus d'1 heure. Et en fait, on voyait que c'était la composition démographique de ce quartier qui était beaucoup plus jeune et tout. Bon, c'était un quartier où il y avait les gens étaient en transition et ils revendaient dès qu'ils avaient un enfant ou dès qu'ils avaient des moyens. Et puis bon, on voyait. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on pouvait suivre toute l'explication. Je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'ils ont préparé quelque chose? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans ce jeu de données? Parce que c'est toujours bien, c'est toujours parfait dans les démos. Hein. Tout est toujours parfait dans les démos. Je me dis, je vais aller prendre un vrai sujet. Je vais aller partir. Je vais aller sur le Québec. Tiens, on va pas regarder des jeux de données qui ont déjà été préparés. Je vais aller sur le Québec. Et puis, je me suis dit, tiens, le Québec, au Québec, les zones, il y a plein de façons de découper géographiquement, mais je voulais avoir des
un découpage avec pas trop de points non plus, donc je veux dire quelques centaines ou un millier de points. Et je me dis, bah, tiens, je vais aller sur le site de Statistique Canada, il y a des données ouvertes, et je vais aller récupérer toutes les données sociodémographiques par FSA. C'était quoi enfin, je ne sais pas, c'est la traduction en français. Donc, le FSA, c'est les trois premiers chiffres, lettres de votre code postal. Et donc, voilà, j'ai montré juste l'île de Montréal et Laval, mais tout le Québec est décomposé, enfin, tout le Canada est décomposé comme ça. Mais ce que j'ai pris là, c'est en particulier le Québec. Donc là, il n'y a pas de préparation de données, c'est des données CSV, donc il n'y a pas. C'est-à-dire s'il y avait de la magie cachée. C'est pas arrangé avec le gars des vues, là. C'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, effectivement, génial, j'ai trouvé un point, j'ai trouvé un FSA qui se comportait vraiment pas comme les autres. Et donc là, j'ai pris un exemple. Donc, c'est le pourcentage, c'est juste un scatter plot avec d'un côté, vous avez le pourcentage de propriétaires et de l'autre côté, vous avez les revenus, le revenu moyen au niveau du ménage. Et là, effectivement, on voit qu'il y a un point, donc il y a un FSA qui est H3Y qui est complètement en dehors du nuage de points. Le nuage de points se comporte à peu près de façon homogène. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce point-là? Alors là, je doute que ce soit un problème de qualité de données, parce que c'est quand même Statistique Canada qui a fait toutes les vérifications. Et puis, quand on le positionne sur la carte, on voit que c'est une zone très particulière de Westmount. Donc, il y a deux FSA à Westmount, H3Z et H3Y. Et H3Y, c'est la zone qui est dans la montagne, qui est dans le Mont-Royal. C'est la partie anglophone, si vous connaissez. C'est là où il y a le Mont Summit. Et donc, je me dis, tiens, c'est génial, on va essayer de voir qu'est-ce que l'outil va pouvoir me dire sur cette zone. Et j'ai appliqué ça. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est que. Alors, il m'a trouvé des corrélations. Alors, il y a des choses évidentes. C'est pas. Ah oui, mais c'est très corrélé avec la valeur des propriétés. Oui, là, j'ai une petite question, oui? Je t'arrête. Désolée. C'est comment on fait pour arriver, non, si tu vas où tu étais, comment on fait pour arriver à Explain Data, juste pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Comment tu as fait pour voir ces explications-là? Je vais aller partager. Je vais aller partager ici. Donc, tu vois ici, là, vous voyez mon écran, hein? Oui. Est-ce que vous voyez le tableau, vous voyez une carte? Oui. OK, parfait. Donc ici, si tu fais un bouton droit, tu as Explain Data ici. Ah, OK. Tout simplement. Donc, vous prenez la zone, alors ça peut être un point, ça peut être une zone, un polygone et tout. Il suffit juste de faire Explain Data, il n'y a aucune magie particulière. Ça fonctionne directement et puis, mais en fait, c'est un processus itératif. Hein, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai 10 minutes, enfin 10-15 minutes, mais en fait, l'idée, c'est d'aller faire un Explain Data et puis il va vous proposer plein d'explications. Alors, il y a des explications qui ne vont pas vous convenir parce que vous allez dire, c'est de l'analyse. En fait, vous savez que les corrélations ne sont pas causalité, c'est-à-dire que vous avez, ça va vous dire, la variable de revenu est très corrélée avec la valeur des propriétés. Oui, mais c'est plutôt les revenus qui pilotent la valeur des propriétés, c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'on est dans une propriété très, très onéreuse qu'on a un gros revenu. Donc, ça va vous donner des choses que vous savez, mais ça va les trouver. C'est ça qui est intéressant, ça va les trouver. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'analyse exhaustive. Là, dans mon jeu de données, j'avais pris un sous-ensemble de 83 variables, et puis ça me dit, en fait, il y a des choses qui sont il y a beaucoup plus de diplômés universitaires dans cette zone par rapport au reste du Québec. Donc là, j'ai pris l'exemple, donc c'est le pourcentage de gens qui ont un bachelor degree, mais on peut aller chercher par d'autres types de diplômes. Donc on voit, c'est une zone qui est très, très diplômée. Alors bien entendu, vous vous doutez que c'est une zone qui est beaucoup plus anglophone, qui est beaucoup plus de… Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va vous dire c'est tout ce que c'est beaucoup plus ou beaucoup moins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous générer automatiquement. Ici, vous voyez tous les scatter plots. Et en fait, vous voyez un petit… je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez, il y a un petit bouton qui est juste ici. Et en fait, si vous cliquez ici, ce que ça va faire, c'est que ça va carrément vous générer une autre vise directement.
Ça va Et faire en fait, une autre page complètement. Là. exactement, une autre page. Et en fait, vous allez pouvoir générer des pistes. Et après, vous pouvez réappliquer le explain why sur ce point-là et aller passer de variable en variable. Et en fait, ça va vous permettre. Donc, vous pouvez commencer à avoir des hypothèses. Vous dites, ah oui, mais moi, je pense que. Donc, je vais plutôt aller regarder dans telle liste, plutôt sur telle variable ce qu'il a trouvé. Et donc, vous allez valider une hypothèse ou vous êtes dans la logique, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, je vais laisser l'outil me montrer des associations, des corrélations ou des relations. Et je vais aller rechercher des patterns pour lesquels je n'aurais pas pu faire d'hypothèse. Et donc, c'est ça, on va chercher le why. En fait, plutôt que de faire du what, c'est-à-dire la partie descriptive, on va aller chercher le why. Et puis, à un moment donné, on va se dire, OK, maintenant, c'est bon. Maintenant, j'ai compris ce qui fait ça, ce qui fait ce point-là. Et je peux, maintenant, quand je vais faire ma présentation, expliquer pourquoi on a un point aberrant ou une valeur extrême. Ben, ce n'est pas vraiment aberrant, il y a un sens derrière ça. Et je vais pouvoir aller expliquer dans mon storytelling le pourquoi. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va faire en live. Hein. Le explain data, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en live parce que c'est comme je vous ai dit, c'est un processus itératif. Donc, en fait, on va explorer des corrélations, des associations. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et donc, on se dit, mais ça va nous donner des munitions pour construire notre story. Et c'est pour ça. Alors, ce n'est pas magique. En fait, ça ne marche qu'avec certains jeux de données où la réponse se trouve dans le jeu de données. Si vous n'avez pas les variables causales derrière ce point-là, vous appuyez sur Explain Data et il va dire « j'ai rien trouvé ». Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner à tous les coups. Mais sur le type de dataset que j'ai utilisé, avec des données sociodémographiques, économiques, tout ce que vous voulez, ça fonctionne très bien parce que j'ai toutes ces relations et surtout, j'ai beaucoup de variables explicatives. Donc, ça prend des datasets avec beaucoup de variables explicatives. Alors, là où j'étais un peu déçu, je vais vous l'avouer, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Tableau dans la salle parce qu'ils pourront peut-être. J'ai pas trouvé grand-chose sur le comment ça marche. Parce que moi, je suis un gars de maths, donc j'aime bien savoir d'où vient la magie. La seule chose que ça explique, c'est que c'est des modèles de statistiques bayésiennes. Donc, en fait, ça utilise de l'inférence causale pour trouver tout ça. Mais j'aurais aimé un white paper ou un papier de recherche qui explique les mathématiques derrière. Bon, j'imagine qu'il peut y avoir des brevets là-dessus, mais voilà. On va t'envoyer le code source. Ouais. Non, mais je vais essayer de trouver plus d'informations. Tableau, ouais. Ou le développeur Tableau. En fait, je pense que c'est la startup qui l'a développé. Mais voilà, c'est le seul défaut que je trouve à cet outil, c'est ça manque d'explications mathématiques derrière. C'est-à-dire que c'est plus, utilise-le, et puis ça va marcher. Et juste pour terminer, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avoir une démo qui est beaucoup plus longue, il y a 2 vidéos que je vous conseille. Puis regardez que ces 2-là et oubliez toutes les autres. C'est 2 vidéos qui ont été postées par Tableau qui viennent de la conférence Tableau de 2019. Et elles sont assez longues. C'est une présentation assez exhaustive de ce sujet. Et ils utilisent des données, alors surtout la deuxième qui est celle de Bethany Lyons, où ils utilisent des données sur des données sociodémographiques américaines. Et ça s'intéresse beaucoup à pourquoi l'État de l'Utah est vraiment différent des autres États américains. Et en fait, elle fait toute une explication. Ça lui prend 1 heure d'utiliser le Explain Data. Et en fait, elle utilise le Explain Data à plusieurs étapes et elle arrive à une conclusion. Et en fait, elle dit, ça fait de vous un statisticien. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que ça prendrait c'est beaucoup de tests statistiques qu'on fait, qui sont faits automatiquement. Et si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle est très bien faite. Elle est un petit peu longue, c'est quand même 1 heure, mais ça vaut un épisode de votre série préférée Netflix si vous voulez aller plus loin. Voilà. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous avoir donné envie d'utiliser cette fonctionnalité. Et comme l'a dit Justin, ça ne marche pas sur tous les datasets, mais en fait, enrichissez vos datasets avec des
des variables explicatives et vous allez voir que plusieurs liens qu'on peut faire, Voilà. que lui va faire pour nous. Puis dans le fond, on peut passer Exactement. pour quelqu'un de très intelligent Mais facilement nous avec sommes ça. des gens très intelligents, mais bien entendu. On a Justin qui lève la main. Justin, je vais te laisser la parole pour des questions. Ou c'était une main levée de tantôt? C'est une main levée de tantôt, désolé. C'est correct. Donc, est-ce qu'on a des questions? Je vais le demander maintenant pour Michael concernant cette option-là que j'avoue n'avoir jamais utilisée, mais je suis très curieuse de l'utiliser avec. J'ai certains jeux de données en tête que je pense que dès demain matin au bureau, je vais, je vais aller fouiner un petit peu. Parfois, on ne sait pas pourquoi quelque chose ressort, comme il dit, mais je pense que c'est important d'avoir beaucoup de différents data pour pouvoir permettre à ce système-là d'analyser. C'est peut-être la raison pourquoi c'est moins utilisé. Souvent, notre data manque de viande un petit peu. C'est ça, de variables explicatives. Ouais. Mais en fait, utilisez-le sur des choses avec des jeux de données ouvertes. En fait, allez l'utiliser parce que sur les jeux de données ouvertes, vous avez beaucoup de variables explicatives. Par exemple, je sais pas, si vous êtes fan de soccer et que vous regardez tous les matchs de la Coupe du Monde, il y a des gens qui ont fait des superbes jeux de données sur toutes les équipes avec je sais pas moi, toutes les statistiques sportives. Ou si vous êtes un fan de baseball ou de hockey, vous trouverez ça. Et vous pouvez utiliser le Explain Data sur ces jeux de données pour comprendre pourquoi, je sais pas, pourquoi le Canada s'est fait éliminer de la Coupe du monde de soccer ou pourquoi telle équipe de hockey a gagné. Et puis, je pense, ou sur qui gager notre argent, potentiellement oui, aussi. Oui, exactement. On pourrait aussi. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas un conseil d'investissement ou de... Tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Non. Un gros merci, Michael. C'était très intéressant. Merci à vous tous qui vous êtes joints. Désolée s'il y en a qui ont eu la surprise d'avoir à créer un compte. C'est que c'est une nouvelle politique de Salesforce versus Zoom. Il y en a plusieurs qui étaient habitués de se joindre sans rien créer, dont moi. J'ai paniqué un petit peu quand j'ai voulu me joindre. J'ai dit, oh non, je ne suis pas capable. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre l'enregistrement disponible. Moi, j'ai pris un imprimé d'écran de votre présence. Donc, ceux qui sont là, j'ai pris vos noms. Je vais ajouter à ça les noms de ceux qui sont dans la salle pour le CH. Je sais que vous êtes plusieurs dans la salle, donc je vais mettre tous ces noms-là ensemble. Je vais faire un tirage avec un classique randomize, random from dans Excel avec cinq différentes générations. Puis, je vais vous laisser savoir si vous gagnez un swag pour votre présence ce soir. Si vous avez des questions pour les gens qui ont présenté, encore merci aux présentateurs. C'était vraiment intéressant. Ça a passé super vite. Et vous avez respecté votre temps qui est c'est quelque chose, hein? Faire quelque chose en 10-15 minutes. Mais j'aime ça parce que ça éveille un intérêt. On sait qu'on a les détails si on veut aller plus loin. Et vous êtes là. Vous êtes disponible si les gens ont des questions. Donc, je pense que c'est un format qu'on va peut-être garder pour l'avenir, même si c'est un peu stressant. J'aime ça. Puis moi-même, je vais essayer de faire une présentation peut-être la prochaine fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je m'ennuie. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vais tenter d'envoyer les détails cette semaine, là, avant vendredi. On est quoi aujourd'hui, mercredi? Oui, avant vendredi, et de vous dévoiler le résultat du tirage également. Merci encore à tout le monde. Et sur ce, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ouais.